Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu délicat, mais vraiment essentiel, l'art de bien finir les choses. Bonjour, oui, c'est un sujet qu'on évite souvent, exactement. Imaginez un groupe de travail, une équipe. Tout fonctionne bien et puis d'un coup, ça patine. On sent que l'énergie n'est plus là, on a l'impression de tourner en rond. Alors, la question c'est, est-ce que c'est un échec? Et faut-il s'acharner à tout prix pour sauver ce groupe? Voilà. Et justement, les documents qu'on analyse aujourd'hui, une présentation très détaillée sur l'art de la clôture, propose une réponse assez surprenante. En effet, l'idée principale, c'est que la meilleure solution n'est pas toujours de réanimer, mais de savoir y mettre fin, proprement. Il s'agit de transformer ce qui pourrait être vu comme une fin en une étape de croissance. C'est ça. On va donc explorer cette méthode qui vise à rendre une fin constructive. Il y a une phrase dans la présentation qui résume tout, je trouve. Savoir finir, c'est savoir grandir. C'est le fil rouge de toute la réflexion. Alors, voyons comment ça marche en pratique. C'est parti, on décortique tout ça. Bon, la première idée, vraiment forte, c'est de dire que la clôture n'est pas un échec. Mais un acte pédagogique. Alors, je dois avouer, ma première réaction, c'est de me dire que ça sonne un peu jargon, non? Pour habiller une réalité qui est quand même une perte, je comprends le scepticisme, mais la distinction est vraiment fondamentale. Le document oppose deux choses. D'un côté, l'arrêt administratif, le on-off brutal, en gros. Voilà, c'est ça. On débranche et c'est tout. Et de l'autre côté, il y a l'acte pédagogique. C'est une fin qui est réfléchie, qui est construite. Que le groupe s'arrête parce qu'il a réussi ou parce qu'il est en crise, la façon de conclure va déterminer tout ce qui reste après. Et si on opte pour l'arrêt brutal, qu'est-ce qui se passe? Alors, on risque de laisser ce que la présentation appelle des traces radioactives. Ah oui, l'image est puissante. Les rancœurs, tout ça ne disparaît pas. Ça continue d'irradier, de contaminer les relations bien après la fin du groupe. D'accord. Donc pour éviter ça, il faut agir en amont. J'imagine que la première étape, c'est de savoir repérer les symptômes, un peu comme un médecin. Exactement. La source propose un véritable tableau clinique de l'essoufflement, avec 3 niveaux d'alerte. On commence par quoi? D'abord, les signaux les plus évidents, les indicateurs quantitatifs. Les chiffres, quoi. C'est ça. Baisse de la participation, absentéisme qui augmente, les retards. C'est factuel. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter dès qu'il y a un ou deux absents? Non, bien sûr, c'est la tendance qui compte. Et surtout, c'est quand ces chiffres sont couplés avec le deuxième niveau, les indicateurs qualitatifs. Là, on entre dans le ressenti. Oui, les gens disent on tourne en rond, on a fait le tour, on sent un manque d'investissement. Le cœur du réacteur est en train de refroidir, en fait. Et si on ignore ces deux premiers signaux, on arrive. On arrive à l'alerte rouge, le signe critique. Là, on parle d'une dégradation du climat, de conflits. Et surtout, le signal ultime, c'est la rupture du cadre de sécurité ou de confidentialité. Ah oui, là c'est grave. C'est la fin du jeu. Si la parole n'est plus protégée, l'espace devient toxique. Maintenir le groupe en vie à ce stade serait une faute. Ce qui m'a vraiment surpris en lisant ça, c'est ce que les documents appellent le paradoxe de la maturité. L'idée qu'un groupe puisse s'épuiser parce qu'il a trop bien réussi. C'est complètement contre-intuitif. C'est le point le plus subtil, je trouve. Un groupe peut s'essouffler pour deux raisons opposées. La première, c'est l'essoufflement par la réussite. Comment ça? Eh bien, les participants sont devenus autonomes. Ils ont résolu les problèmes pour lesquels le groupe a été créé. Le groupe a tellement bien fonctionné qu'il est devenu inutile. C'est une victoire, en fait. D'accord, mais ça se manifeste par les mêmes symptômes qu'un échec. Comment on fait la différence concrètement? Le risque, c'est de se tromper de diagnostic. La clé, c'est d'écouter le discours. Dans un bon essoufflement, les gens sont reconnaissants. Ils disent « ça nous a beaucoup apporté, maintenant on est prêt pour autre chose ». Et dans le mauvais cas? À l'inverse, dans l'essoufflement par l'échec, le discours est plein d'amertume, de lassitude. Le groupe est perçu comme stérile. Les deux situations mènent à une fin, mais le ton de la clôture sera évidemment très différent. Ce qui veut dire qu'il faut objectiver la décision. Et justement, la source propose une sorte de grille d'analyse pour ça. La matrice de décision? Oui, c'est un outil pour aider le décideur. Il y a 5 leviers qui peuvent justifier la fin d'un groupe. D'accord. Le premier, c'est le levier pédagogique. Ah. Les objectifs sont atteints, c'est l'essoufflement par la réussite. Logique. Le deuxième, le levier dynamique. Ouais. Le groupe a perdu son élan. Il se répète. Le fameux tourner en rond. Le troisième, c'est le levier sécuritaire, j'imagine. Oui, le cadre est rompu. Celui-là, c'est le plus critique et c'est une décision éthique. Il faut du courage managérial pour l'actionner.
Et les deux derniers? Ils sont plus externes. Il y a le levier institutionnel, une restructuration, une coupe budgétaire, et enfin le levier contractuel. C'est simplement que la mission de l'intervenant arrive à son terme. Ok. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, identifié le bon levier, on choisit sa stratégie de sortie. Il y en a 3, si j'ai bien compris. C'est ça. Et elles sont assez logiques. Il y a la clôture programmée, la fin naturelle, idéale. Ça génère de l'accomplétement. C'est la meilleure des fins. Oui. Puis il y a la clôture réactive. Là, on est en gestion de crise suite à une coupe budgétaire ou à une rupture du cadre. L'impact est beaucoup plus risqué. Et la troisième voie, c'est plus une transformation qu'une fin, non? Exactement. C'est la clôture de transformation. Le groupe est mature, mais de nouveaux besoins apparaissent, donc on ne ferme pas, on fait évoluer. Vers du coaching, de la supervision, c'est une dynamique très positive. Alors, passons au concret. Comment on organise cette fin pour qu'elle soit soignée? La source parle d'un protocole de soins. J'aime beaucoup le terme. Le mot soin est essentiel. On traite la perte de cet espace. Le protocole est très simple, mais non négociable, et il est basé sur l'anticipation. La première étape, c'est J-2 séances. J2, c'est le préavis. Mais pourquoi 2 séances? Pourquoi ne pas l'annoncer à l'avant-dernière séance, par exemple? Parce que l'annonce de la fin, c'est un choc. Il faut une séance tampon pour que le groupe puisse digérer l'info, exprimer sa surprise, sa colère, avant d'aborder la dernière séance de façon constructive. Je vois. C'est une forme de respect. C'est un respect fondamental. Ça permet de ne pas se sentir abandonné. D'accord. Donc J2, on annonce. J1, on digère. Et on arrive à J0, la toute dernière séance. Là, il y a une règle d'or, écrite en gras dans le document. Pas de cas clinique ce jour-là. Absolument. Ce serait une erreur fatale. Ouvrir un nouveau problème, c'est ouvrir une boîte qu'on n'aura pas le temps de refermer. On laisserait les gens avec une question en suspens. C'est l'inverse de l'objectif. Exactement. Cette séance est sanctuarisée. Elle est entièrement dédiée à la fin. Et elle repose sur 3 piliers qui s'entrecroisent. Oui, je n'ai pas une liste d'étapes. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Le premier pilier, c'est la rétrospective, le bilan intellectuel. Qu'avons-nous appris ensemble? Ok, le retour sur le chemin parcouru. Le deuxième, c'est l'expression émotionnelle, mettre des mots sur le ressenti, la fierté, mais aussi la tristesse de se quitter. Et le troisième, c'est la capitalisation. Et pour moi, c'est le plus important. Pourquoi le plus important? Ça veut dire quoi, capitaliser dans ce contexte? Capitaliser, ça veut dire identifier les compétences d'analyse que chaque personne a acquises et qu'elle va pouvoir importer avec elle. C'est l'étape qui garantit que l'investissement du groupe n'est pas perdu. Sans ça, tout le savoir reste symboliquement attaché au groupe, qui lui n'existe plus. C'est ce qui fonde l'autonomie future, en fait. C'est exactement ça. Et on ne peut pas bien capitaliser si on a bâclé l'expression émotionnelle. Les non-dits empêchent de voir clair. Le rôle du facilitateur, du coup, il change complètement pendant cette dernière séance. Oui, il n'anime plus, il clôt. Le document lui donne 3 missions clés. La première, prévenir la dépendance, aider le groupe à se détacher de lui. Ok. La deuxième, restituer la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire restituer la pensée? C'est un geste symbolique très fort. C'est comme un guide de montagne qui, à la fin, vous donne la carte et la boussole en disant « Maintenant, vous savez lire le terrain vous-même ». C'est dire au groupe, cette capacité à réfléchir, elle vous appartient. C'est une belle image. Et la troisième mission, c'est de, Maintenir le cadre. jusqu'à la dernière minute. Assurer la sécurité psychologique de ces échanges qui peuvent être intenses. Au-delà de l'humain, il y a aussi des points plus formels. Le document parle d'hygiène administrative et insiste beaucoup sur la confidentialité. Oui, c'est le côté pratique et éthique, indispensable. Il faut vérifier les clauses du contrat, demander un bilan écrit à l'intervenant. Un bilan qui, bien sûr, doit garantir l'anonymat total des échanges. Et sur la confidentialité, le message est martelé. Oui, c'est une diapositive entière. Vigilance critique. Le message est clair. La fin des séances ne lève pas le secret. Ce qui a été dit dans la salle reste dans la salle pour toujours. C'est non négociable. Absolument. Alors, une fois que tout ça est fait, que se passe-t-il après? Ce n'est pas forcément un grand vide. Non. Et c'est ça, l'acte pédagogique jusqu'au bout. C'est l'idée de construire la suite. Si le besoin de parole est toujours là, il faut organiser le relais. Quelles sont les options? Ça peut être des groupes de pairs en autogestion pour faire vivre cette nouvelle autonomie, ou des réunions plus techniques sur des dossiers, ou encore la fameuse transformation dont on parlait, faire de la supervision. L'idée, c'est de ne pas laisser un vide. La présentation termine avec un résumé très efficace, une liste de choses à faire et à éviter. Oui, c'est le mémo pratique. En gros, à faire, anticiper, ritualiser et valoriser l'autonomie.
Et de l'autre côté, le trio à éviter absolument. Arrêter brutalement, traiter un dernier cas pour la route et, bien sûr, négliger les émotions liées à la fin. Finalement, que retenir de tout ça? On a commencé avec « savoir finir, c'est savoir grandir ». Et la présentation se termine sur une autre citation que je trouve très juste. La clôture ne signifie pas l'effacement, mais l'intégration de l'expérience. Et c'est là qu'on peut vraiment élargir la réflexion. Ce protocole, qui semble très spécifique, offre en réalité un modèle super pertinent pour plein d'autres transitions. La fin d'un projet, le départ d'un collègue, la dissolution d'une équipe. C'est tellement vrai. On gère rarement ses fins avec autant soin. Souvent, c'est un pot de départ, un email de bonne continuation, et hop, on passe à autre chose. On croit tourner la page. Mm. Mais on laisse peut-être derrière nous, sans le savoir, ces fameuses traces radioactives. On sous-estime complètement l'impact des fins mal gérées. Ça crée de la méfiance, de la désaffection. Absolument. Alors qu'appliquer ne cesse qu'une partie de ces principes, anticiper, ritualiser, capitaliser, ça pourrait changer la culture d'une organisation. On passerait d'une culture de la rupture à une culture de la transition. C'est une excellente question pour la suite, ça. Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de cette méthode pour mieux gérer toutes les fins, petites et grandes, de nos vies professionnelles? Et peut-être même personnelles? Comment faire de chaque fin une vraie intégration, plutôt qu'un simple point final? La question reste ouverte. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu délicat.